Ô jeune fille, jette-toi encore dans l'eau pour que j'aie une seconde fois la chance de nous sauver tous les deux. Cette phrase, c'est la toute dernière du livre. Elle est glaçante, vraiment. C'est l'aboutissement d'une confession tortueuse, le souhait complètement insensé d'un homme qui veut rejouer le drame de sa vie. Mais pas pour sauver la victime, en fait. Non, pour se sauver lui-même. Ça révèle toute l'ambiguïté, disons même la monstruosité du personnage. À cet égard, c'est absolument terrifiant. Bienvenue dans notre exploration de la chute d'Albert Camus. On pense souvent que ce livre est le récit d'un homme qui est, rongé par la culpabilité, Oui, c'est l'idée reçue. mais en réalité, ce n'est pas un roman sur la culpabilité. C'est un manuel implacable sur la vanité, sur l'hypocrisie et ce désir de domination qui se cache derrière nos plus belles vertus. Et Camus imagine un monologue sans fin, une sorte de confession qui est en fait une accusation déguisée. La forme est géniale pour ça. Ah oui, ce monologue adressé à un inconnu, silencieux dans un bar d'Amsterdam, c'est un piège littéraire incroyable. C'est ça. En nous forçant à être cet interlocuteur muet, Camus nous coince, en quelque sorte. On ne peut pas répondre à Jean-Baptiste Clamence, le narrateur. On est obligé de l'écouter. Et en l'écoutant, on est forcé de s'examiner soi-même. Le lecteur devient l'accusé. Exactement. Bon, que l'on découvre le livre ou qu'on le relise, cette discussion, on l'espère, va mettre en lumière ces mécanismes psychologiques assez complexes. On va décortiquer ensemble comment Camus construit son personnage pour nous tendre un miroir qui n'est pas toujours très flatteur. Accrochez-vous, le voyage dans les cercles de l'enfer de Clamence commence maintenant. Alors, pour planter le décor, l'histoire se déroule à Amsterdam, pas l'Amsterdam des cartes postales. Non, pas vraiment. C'est une ville brumeuse, pluvieuse. Les canaux, il les décrit presque comme les cercles de l'enfer. On est dans un bar portuaire, un peu miteux, le Mexico City, et notre narrateur, Jean-Baptiste Clamence, aborde un compatriote. Et c'est là que tout commence. Ce monologue où il va raconter sa vie. Et quelle vie! Avant cet exil à Amsterdam, Clamence, il était un avocat parisien à succès. Il se décrit comme un paragon de vertu, vraiment. Il était du bon côté, toujours. Il défendait la veuve et l'orphelin. C'est ça, il aidait les aveugles à traverser la rue, il cédait sa place, il se sentait, et ce sont ses mots, au-dessus du commun des mortels, sur les sommets. Mais cette perfection, elle sonne un peu faux, non? C'est presque trop beau pour être vrai. Quand on l'entend se décrire comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est la question clé, bien sûr. Et d'ailleurs, il y répond lui-même assez vite. Non, ce n'était pas de l'altruisme pur. Chaque bonne action, c'était une jouissance narcissique. Il ne le faisait pas pour les autres, donc. Pas du tout. Il le faisait pour le plaisir que lui procurait l'image de sa propre grandeur. Il le dit très bien dans le livre. Il voulait atteindre ce point culminant où la vertu ne se nourrit plus que d'elle-même. C'était une façon de se sentir supérieur, d'être au-dessus des lois, des jugements. Il vivait dans son paradis personnel où il était son propre Dieu, quoi. Un paradis construit sur une illusion. Et comme toutes les illusions, elle finit par se briser. Le premier choc, la première fissure, c'est un incident qui semble presque banal. Ah oui, l'histoire avec le motocycliste. Exactement. Un jour, à Paris, un motocycliste le bloque à un feu. Clamence klaxonne, le ton monte et le motard descend et le frappe. En public. Et là, Clamence, cet homme si sûr de lui, cet orateur brillant, il reste paralysé, humilié devant tout le monde et il ne réagit pas. Il encaisse et il s'enfuit. Et cet événement, qui est anodin en soi, va le hanter. Mais oui, parce qu'il réalise que son désir profond, ce n'était pas la justice ou la vertu, c'était la domination. Il voulait anéantir cet homme. Il le formule d'une manière très imagée dans le livre. Il voulait être moitié Cerdan, moitié de Gaulle. La force brute et l'autorité suprême. Ça révèle une violence intérieure qu'il ne soupçonnait pas ou qu'il refusait de voir plutôt. Il découvre que sous l'avocat respectable, il y a un tyran qui sommeille. C'est exactement ça. C'est la découverte de sa propre duplicité. Son altruisme, ce n'était qu'une forme de condescendance, un moyen de se placer au-dessus des autres. Et quand on le remet à sa place, la seule chose qu'il désire, c'est écraser l'offenseur. La belle statue commence à se fissurer sérieusement. Cette première fissure, c'est la porte d'entrée. Mais ce qui va vraiment tout faire basculer, c'est quelque chose de beaucoup plus immatériel, presque fantomatique. Vous parlez de ce fameux rire sur le pont des Arts ? Précisément, un soir, il rentre chez lui, il est seul sur ce pont, et il entend un rire éclater derrière lui. Il se retourne, personne.
Un rire qu'il décrit comme bon, naturel, presque amical. Et pourtant, ce rire va devenir une obsession. La question c'est, est-ce qu'il est réel ce rire, ou est-ce que c'est sa propre conscience qui commence à se moquer de lui? C'est toute l'ambiguïté. Camus laisse la question ouverte, bien sûr, mais peu importe son origine, sa fonction est claire. C'est le jugement qui s'abat sur lui. Jusqu'ici, il était le seul juge de sa vie, Et maintenant, il y a une voix extérieure. extérieure ou intérieure, qui se moque de la comédie qu'il se joue. C'est l'écart insupportable entre l'image qu'il a de lui-même et la vérité qui commence à faire surface. Ce rire le poursuit partout, il l'entend dans les conversations. C'est la bande-son de son effondrement. Et ce rire le force à se souvenir de l'événement capital, celui qu'il a enfoui au plus profond de sa mémoire, la vraie chute. Une autre nuit, quelques années plus tôt, sur un autre pont de Paris. Voilà. Il marche, il est tard, et il aperçoit une jeune femme en noir, penchée au-dessus de la Seine. Il hésite un instant, puis il continue son chemin. Il continue son chemin et, quelques mètres plus loin, il entend le son très net d'un corps qui heurte l'eau, puis un cri, répété plusieurs fois, et après, le silence. Et il ne fait rien. Il reste immobile. Il se dit trop tard, trop loin, et il s'en main. Il n'appelle personne, ne prévient personne, il continue de marcher. Et ce silence, c'est peut-être le moment le plus assourdissant du livre. Ce n'est pas un crime qu'il commet, c'est un non-acte, une faillite morale absolue, L'homme qui passait sa vie à aider les aveugles à traverser. mais est incapable du moindre geste quand une vie est réellement en jeu. Toute la statue de l'homme vertueux et courageux s'effondre en un instant. C'est une scène qui met terriblement mal à l'aise. On se pose forcément la question, que ferait-on? C'est facile de juger Clamence, mais la peur, l'hésitation, la sidération, Bien sûr. Et cette inaction, c'est peut-être la faute la plus universelle et la plus lourde de toutes. c'est exactement le piège que Camus nous tend. Il nous force à nous interroger sur notre propre courage, ou notre propre lâcheté. C'est cet événement qui va le ronger et le conduire à son exil, à Amsterdam, dans ce qu'il appelle le dernier cercle de l'enfer bourgeois. Il ne peut plus vivre avec cette image de lui-même. Il ne peut plus échapper au jugement. Alors il va inventer une parade diabolique. Il s'invente alors cette profession incroyable, juge pénitent. Le concept même est un oxymore. Comment peut-on être à la fois celui qui juge et celui qui se repent? Ça n'a pas de sens. Ou alors, c'est un coup de génie. C'est un coup de génie pervers. Sa technique est d'une logique implacable. Puisqu'il ne peut pas échapper au jugement, il va le devancer. Il pratique la confession publique. Il s'accuse de tout, sa vanité, sa lâcheté, son égoïsme. Il se peint comme le dernier des hommes, le plus misérable. Mais ce n'est pas une vraie repentance. C'est une stratégie, en fait. Absolument. Car en faisant son portrait, il tend un miroir à son interlocuteur et donc à nous, lecteurs. Il commence par dire « je », puis, insensiblement, il glisse vers le « nous ». Ah oui, c'est très subtil. Il dit, en substance, « Je suis un lâche, un hypocrite, mais ne vous y trompez pas, nous sommes les mêmes. » Quand il dit « voilà ce que nous sommes », le piège est refermé. C'est là qu'on trouve cette fameuse phrase du livre « Plus je m'accuse et plus j'ai le droit de vous juger ». C'est vertigineux. En se plaçant tout en bas, il s'arroge le droit de juger l'humanité entière. C'est ça. S'il est coupable, alors tout le monde est coupable. En étendant la culpabilité à tous, il dilue la sienne. Personne n'est innocent. C'est une sorte de démocratie de la faute. Et dans ce royaume de coupables, qui est le roi? Celui qui a eu le courage de le dire en premier, lui, Jean-Baptiste Clamence. Il a recréé une supériorité, mais cette fois-ci une supériorité dans le malheur et le cynisme. Et le symbole ultime de cette nouvelle posture, c'est ce tableau dont il parle. Il détient un panneau volé du fameux retable de Gand, l'agneau mystique. Le panneau s'appelle « Les juges intègres ». Et où le cache-t-il? Dans son placard. La justice, l'intégrité, elles ne sont plus dans les églises ou les tribunaux, elles sont cachées, privatisées, dans l'armoire d'un avocat déchu à Amsterdam. C'est une image très forte. Très. Et il le dit lui-même. La justice étant définitivement séparée de l'innocence, j'ai le champ libre pour travailler selon mes convictions. Il est devenu le seul juge, trônant sur un monde culpable depuis un bar sordide. C'est une vision du monde incroyablement sombre. Au final, sa solution, c'est juste le cynisme absolu. Accepter que tout le monde est pourri et jouer avec. C'est plus que du cynisme, c'est une philosophie de la servitude. Clamence arrive à la conclusion que la liberté est un fardeau insupportable. Parce qu'elle implique la responsabilité et donc le jugement. Voilà.
Et personne ne veut être libre à ce prix, selon lui. Alors il prêche la soumission. Il dit qu'il faut un maître, n'importe lequel, Dieu ou un tyran, pour nous donner des règles et nous décharger du poids de nos choix. C'est une conclusion terrible, surtout venant de Camus qui a tant écrit sur la liberté et la révolte. C'est une conclusion profondément pessimiste, oui, mais d'une lucidité qui fait froid dans le dos. Clamence, il trouve une sorte de bonheur là-dedans. Il peut continuer à s'aimer, à manipuler les autres, tout en se drapant dans un charmant repentir. Le confort ultime de la mauvaise foi, en somme. C'est exactement ça. Il a trouvé un système qui lui permet de dominer à nouveau, non plus par la vertu, mais par la culpabilité partagée. Le livre se termine sur une image assez étrange. La neige se met à tomber sur Amsterdam. Une image de pureté, d'oubli peut-être. Mais même là, Clamence ne peut pas s'arrêter de jouer son rôle. Non, il reste le comédien jusqu'au bout. Il suggère à son interlocuteur qu'il est peut-être un policier venu l'arrêter pour le vol du tableau. Il espère presque cette condamnation extérieure. Pour le sauver de son propre jugement intérieur, qui est bien plus terrible. Oui. Et c'est là qu'il prononce cette phrase finale, cette prière horrible à la jeune fille noyée de se jeter à nouveau à l'eau pour qu'il puisse enfin la sauver et se sauver par la même occasion. Mais il sait bien que c'est trop tard. Il est toujours trop tard, heureusement, conclut-il. Heureusement, parce que s'il n'était pas trop tard, il faudrait agir, et il en est incapable. C'est une machine infernale, ce livre. Il nous force à nous regarder. Clamence est peut-être un monstre de vanité, mais ses paroles résonnent, parce qu'elles exposent des mécanismes qui nous sont familiers. En nous dévoilant les rouages de sa propre mauvaise foi, il nous donne les outils pour examiner la nôtre. C'est la grande force de Camus ici. Il ne donne pas de leçons, il pose un diagnostic. Et la pensée provocatrice que ce livre nous laisse, finalement, c'est peut-être celle-ci. Dans le tribunal de nos vies quotidiennes, dans nos relations, dans la façon dont on se raconte nos propres histoires, à quel moment est-ce qu'on joue, sans même le savoir, ce double rôle de juge et de pénitent ?